Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 18 décembre 2025, épisode 521, en direct de Valençay dans les terres berrichonnes. Il est 23h30 et au programme aujourd'hui, nous avons une convergence de vulnérabilités activement exploitées, d'opérations criminelles à grande échelle et d'activités cyber-étatiques. Le groupe Clop mène des campagnes d'extorsion par vol de données contre des serveurs Gladinet CentreStack exposés sur Internet, en s'appuyant sur un vecteur d'attaque encore non identifié. La CISA a ajouté 3 vulnérabilités exploitées en conditions réelles à son catalogue KEV, affectant des produits Cisco, les appliances SonicWall SMA1000 et Asus Live Update, confirmant leur exploitation opérationnelle. Le CERT-FR alerte sur plusieurs vulnérabilités Google Chrome, exposant les postes utilisateurs à des scénarios de compromission via le web, une faille critique sous FreeBSD, la CVE 2025-14558, qui permet une exécution de code à distance via des routeurs advertisement IPv6 forgés sur un réseau adjacent. Enfin, les activités nord-coréennes atteignent un niveau record en 2025, avec plus de 2 milliards de dollars de crypto-monnaies dérobées, tandis qu'une opération coordonnée par Eurojust a permis le démantèlement de faux centres d'appel frauduleux en Ukraine, illustrant la professionnalisation persistante de la fraude et de l'ingénierie sociale à l'échelle européenne. On en a déjà parlé sur Radio Cessert, mais le groupe cybercriminel Clop a intensifié ses opérations d'extorsion en ciblant les serveurs de fichiers Gladinet CentreStack, exposés sur Internet. Cette campagne s'appuie sur l'exploitation d'une chaîne de vulnérabilités critiques, notamment la CVE 2025-11371. C'est une faille d'inclusion de fichiers locaux, ce qu'on appelle une LFI, non identifiée qui permet de récupérer le fichier de configuration, le web.config, et ce fichier contient des clés de cryptographique hardcodées ou des machine keys, qui vont faciliter ensuite une attaque par désérialisation view state, identifiée sous la référence plus connue de la CVE 2025-30406. Pour obtenir une exécution de code à distance, les analyses de Curated Intelligence rapportent que plus de 200 instances sont potentiellement vulnérables à cette exploitation. Ça confirme l'article qu'on a mis il y a quelques jours. Et quelque part, cette offensive, ça va s'inscrire dans une stratégie historique de Clop, visant des solutions de transfert de fichiers, que ce soit MoveIT, Oracle EBS via la CVE 2025-61882. La CISA a d'ores et déjà intégré ces failles à son catalogue KEV, et les organisations utilisant CentreStack ou TrioFox doivent impérativement migrer vers la version 16.12.10420.56791 ou supérieure et procéder à la rotation manuelle des clés, les fameux matching keys, pour neutraliser les vecteurs d'accès actuels. La CISA a ajouté 3 vulnérabilités activement exploitées à son catalogue de KEV, sur la base d'éléments confirmant leur exploitation en conditions réelles. La première, ça concerne la CVE 2025-20393. C'est une vulnérabilité d'improper input validation affectant plusieurs produits Cisco, permettant à un attaquant distant de provoquer des comportements inattendus du système, potentiellement exploitables pour une compromission plus large selon le contexte d'exposition et les privilèges associés. La seconde, la CVE 2025-40602 cible les appliances SonicWall SMA1000 et repose sur un défaut de contrôle d'autorisation, ouvrant la voie à des accès non autorisés et à des fonctions critiques avec un impact direct sur les passerelles d'accès distant. Et enfin, la troisième, la CVE 2025-59374, ça affecte Asus Live Update et se distingue par la présence de codes malveillants embarqués dans le mécanisme de mise à jour, transformant la chaîne de confiance logicielle en vecteur d'infection à grande échelle. Le CERT-FR a publié un avis concernant la découverte de multiples vulnérabilités affectant Google Chrome sur la base du bulletin de sécurité diffusé par l'éditeur le 16 décembre 2025. On est un peu à la bourre, je vous le cache pas. Les versions concernées incluent Chrome antérieur à la 143.0 7499.146 sur Linux, ainsi que les versions antérieures à la 143.0 7499.146 et .147, que ce soit sous Windows ou macOS. Ces failles référencées incluent notamment la CVE 2025 14765 et la 14766. L'éditeur ne fournit pas de description détaillée des impacts techniques, se limitant à indiquer l'existence de problèmes de sécurité non spécifiés.
Alors dans ce contexte, l'absence de transparence sur la nature exacte des vulnérabilités complique l'évaluation précise des scénarios d'exploitation. Toutefois, compte tenu de l'historique des correctifs de Chrome, ces failles sont susceptibles d'impliquer des corruptions de mémoire, des erreurs de gestion des objets et des faiblesses dans les moteurs de rendu ou JavaScript, ouvrant potentiellement la voie à l'exécution de codes arbitraires, au contournement de la sandbox ou à la fuite d'informations sensibles via un contenu web spécialement conçu. L'exploitation s'inscrit généralement dans un modèle de drive-by avec l'interaction de l'utilisateur minimale, voire pas du tout. Alors les impacts opérationnels incluent un risque direct pour les postes utilisateurs exposés sur Internet, avec des conséquences possibles en matière de compromission initiale, de rebond interne et de vol de données. La mitigation, elle repose exclusivement sur l'application immédiate des mises à jour. Je dirais presque que ça devient une habitude. C'est même un petit peu usant parce que quand on regarde bien sur le mois, on n'en est pas la première. Mais On ne réfléchit pas. On patch son navigateur. une vulnérabilité critique a été identifiée dans FreeBSD, référencée sous la CVE 2025-14558. Ça va permettre une exécution de code à distance dans des conditions réseau spécifiques. La faille affecte le traitement des Router Advertisement ou RA Packets utilisés pour les mécanismes IPv6 Stateless Address Auto-Configuration, ce qu'on appelle le SLAAC, et lorsqu'un autre FreeBSD rejoint un réseau IPv6, il va émettre un Router Solicitation auquel un routeur répond par une RA contenant les paramètres de configuration réseau. C'est brillant comme vulnérabilité. Franchement, au début, j'ai eu un peu de mal, mais je me suis dit, sous FreeBSD, quand même, les mecs, ils ont bien cherché. On a deux composants FreeBSD chargés du traitement de ces messages qui ne valident pas correctement le contenu reçu. Les champs du RA sont transmis sans filtrage à un script shell interne, ce qui va permettre l'injection et l'exécution directe des commandes arbitraires. Alors l'exploitation décide que l'attaquant se trouve quand même sur le même segment réseau que le vôtre, que la cible, et la condition cohérente avec un scénario d'attaque du type adjacent network. Un RA malveillant forgé peut ainsi déclencher une exécution de commande avec les privilèges du système ciblé, conduisant à une compromission complète. Tenable a évolué l'impact avec un score CVSS de 9.8 sur une échelle de 10, alors ça reflète la gravité de l'exécution de code sans notification préalable. Les systèmes n'utilisant pas IPv6 ou configurés pour ignorer les RA ne sont pas exposés, c'est la bonne nouvelle, et des correctifs de sécurité ont été publiés par le projet FreeBSD afin de corriger la validation des entrées et neutraliser ce vecteur d'attaque. Et c'est là on revoit cette fameuse note, la CVSS 9.8. Ok, c'est vrai, on peut vraiment compromettre la machine, mais il faut être sur le même segment réseau. C'est-à-dire que si vous êtes chez un hébergeur, etc., il faut avoir une machine louée dans les mêmes ranges IP, les mêmes segments. Bon, c'est compliqué, c'est pas une attaque facile. Par contre, un insider, il vous ponce, quoi. Mais bien, quoi. Alors quand j'ai lu cet article, j'ai vraiment pleuré, mais bon, ça fait saigner quand même. Il faut savoir que les opérations de vol de crypto-monnaies attribuées à des acteurs nord-coréens ont atteint un niveau sans précédent en 2025, avec un montant estimé à plus de 2 milliards de dollars dérobés sur l'année. Je vais répéter parce que même moi j'ai du mal. 2 milliards de dollars. Et selon les analyses de Chainalysis, cette activité représente une augmentation de 51% par rapport à l'année précédente et concentre à elle seule 76% des compromissions de services observés à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'ils ont compris un truc qui est très intéressant parce que c'est Lazarus derrière et tous ces groupes affiliés. Ils ont compris qu'attaquer le système financier mondial était extrêmement compliqué, ça demandait des moyens, beaucoup de temps. Ils ont essayé sur les processeurs de paiement, des boîtes privées, etc. Ça a marché, mais ce n'était pas assez rentable. Par contre, sur les entreprises de crypto-monnaies, mais ça a poncé, mais ils n'ont pas fait que les entreprises de crypto-monnaies. Ils ont aussi attaqué les particuliers qui avaient des crypto-monnaies, etc. C'est sympa, il n'y a pas beaucoup de détails techniques, il faut faire un peu de CTI à côté pour vraiment sortir un peu le jus de cet article. Mais le facteur qui a été déterminant, c'est l'attaque qui a été menée en février contre la plateforme Bybit, qui a permis l'exfiltration d'environ 1,5 milliard, 1,5 milliard de dollars d'actifs numériques. Rien que ça. Constituant l'un des vols les plus importants jamais documentés dans l'écosystème crypto. Les données montrent également une évolution notable des TTPs avec un recentrage sur les portefeuilles individuels, c'est ce que je vous disais, qui représente désormais 44% de la valeur totale volée, contre moins de 8% en 2022. Environ 158 000 attaques de wallet ont été recensées. Vous vous rendez compte ?
158 000 attaques ont été recensées. C'est ce qui est remonté auprès de ces sociétés de cybersécurité. C'est-à-dire que là, on n'est plus face à des personnes. Ce sont des régiments entiers d'individus qui sont formés, qui vont industrialiser ces attaques. C'est pas fait par un mec dans une cave tout seul ou trois pelés et un tondu. Hein. Non, là, on est sur des bonnes équipes. C'est incroyable. Mais ce qui est terrible, c'est que notamment toutes ces compromissions à travers des clés privées ou des campagnes de social engineering ciblant des écosystèmes spécifiques comme Solana, et en parallèle, les acteurs du DPRK ont renforcé leur opération d'infiltration humaine en se faisant passer pour des recruteurs ou des investisseurs afin d'obtenir des accès internes, du code source et des informations sur les infrastructures critiques. Cette combinaison d'attaques à fort impact et de réduction du nombre d'opérations connues suggère une montée en efficacité opérationnelle et une capacité accrue à mener des compromissions ciblées à haute valeur. Ils ont appris, pendant toute l'année, on en a discuté sur Radio C-Cert, de ces fameux faux entretiens sous LinkedIn, les fausses propositions qu'on vous fait, les faux placements où on vous dit vous mettez 400 balles et à la fin de la journée, vous en avez 2000. Tous ces trucs qui sont un peu bidons mais qui font rêver les gens. Et quand on vous recevez une demande sous LinkedIn et qu'on vous dit qu'on va vous monter, pas doubler votre salaire, vous allez prendre 30, 40, 50% en plus, et que vous voyez une personne à la caméra qui est tout à fait normale, hein, c'est vraiment très bien fait. Le résultat, c'est quand même plus de 2 milliards. Un article que j'ai retenu de la Fondation First, c'est le partage d'informations qui reste un facteur déterminant dans la prévention et la gestion des incidents cyber, y compris sur le plan des communications. Les travaux menés au sein de la Fondation First et l'émergence de groupes spécialisés comme le Communication SIG ou le Coms Lens illustrent une prise de conscience progressive du rôle critique de la com opérationnelle en situation de crise. Les échanges observés mettent en évidence des pratiques concrètes issues de retours terrain, notamment l'usage systématique de canaux de communication alternatifs sécurisés, afin de maintenir la coordination lorsque les infrastructures primaires sont dégradées ou indisponibles. Ces canaux deviennent des actifs critiques au même titre que les systèmes techniques lors d'un incident majeur. Les observations qui montrent également à travers tous ces travaux l'importance d'une coordination externe structurée. Dans certains contextes nationaux, des entités centrales jouent un rôle de point de convergence entre organisations victimes, autorités et régulateurs, réduisant la charge opérationnelle et les risques d'erreur dans les notifications obligatoires. Cette capacité agit comme un multiplicateur d'efficacité lors des phases de réponse initiale. Et enfin, la gestion de la parole publique apparaît comme un levier de réduction du risque secondaire. Laisser des autorités ou des entités de confiance communiquer sur la nature générale d'un incident va permettre de limiter la spéculation, de contenir la désinformation et de préserver la capacité des équipes techniques à se concentrer sur l'investigation et la rémédiation. Ces dynamiques confirment que la communication fait partie intégrante de la surface d'attaque et de la chaîne de réponse. C'est à lire, ce sont des groupes de travail hyper intéressants, mais surtout ce que ça montre, c'est pas sous X qu'on va se renseigner, quoi. C'est pas en disant que on est gentil que ça va le faire. Non, la gestion de crise, c'est quelque chose qui se travaille, qui se prépare. Une opération coordonnée impliquant les autorités de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Ukraine avec le soutien d'Eurojust a permis le démantèlement d'un réseau criminel exploitant des centres d'appel frauduleux en Ukraine. Les infrastructures étaient localisées à Dnipro, Ivano-Frankivsk et Kiev et ciblaient des victimes réparties dans plusieurs pays européens. Le préjudice financier identifié dépasse les 10 millions d'euros pour plus de 400 victimes connues. Le réseau fonctionnait selon un modèle organisationnel structuré avec une répartition claire des rôles et un système de rémunération incitative basé sur un pourcentage des fonds détournés. C'est une dinguerie le truc. Les TTP observés reposaient principalement sur l'ingénierie sociale à grande échelle et les opérateurs se faisaient passer pour des policiers ou des employés des banques au service antifraude, c'est ce qu'on appelle les faux conseillers. Exploitant des scénarios de compromission de comptes, incitant les victimes à transférer des fonds vers des comptes dits sécurisés. Et on va revenir juste un instant sur le truc. Ils ont pompé 10 millions d'euros, ils ont tapé 400 personnes. C'est-à-dire qu'ils ont tapé les 400 bonnes personnes pour avoir la somme de 10 millions d'euros. Parce que vous tapez 400 personnes dans certains quartiers, vous n'aurez jamais 10 millions d'euros. Hein. Donc c'est vraiment très bien fait. Il y a un vrai travail de social engineering quand on en parle. Et quand ils vont appeler les victimes, parce que là on est sur des faux centres d'appel, ils ont vraiment toutes les infos qui font que les victimes vont baisser petit à petit leur garde. Alors dans certains cas, les victimes étaient amenées à installer des logiciels de prise de contrôle à distance, permettant l'accès direct à leur compte bancaire. Les activités incluaient également la falsification de documents officiels et la collecte physique de liquidités.
La collecte physique, ça veut dire qu'il y avait ce qu'on appelle le faux coursier. La personne venait prendre un peu de pognon. Une équipe commune d'enquête a été constituée sous l'égide d'Eurojust afin de centraliser le renseignement judiciaire, de coordonner les actions et de synchroniser les interventions. Les perquisitions menées le 9 décembre ont abouti à la saisie de matériel informatique, de supports de stockage, de faux badges, de liquidités, de véhicules et d'armes. Alors les armes, il n'y avait pas grand-chose, mais alors au niveau des bagnoles, il y avait des dingueries. Il y avait du Clagé, il y avait du Hummer, il y avait de la Bugatti. Non, c'est rentable d'être un escroc quand on voit ça. Hein. Mais c'est Noël, les enfants, et on va rester du bon côté de la ligne. Nous, les défendeurs. Alors, il y a 12 individus qui ont été arrêtés. 45 suspects ont été identifiés au total, illustrant l'ampleur transnationale de l'opération. Il faut bien voir que tous ces gens-là étaient renseignés. C'est super bien fait, c'est super propre. En tout cas, bravo à Eurojust. Comme quoi, le crime ne paie pas. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort. Demain, c'est le dernier jour de la semaine, ça va être cool. Et il me reste exactement 9 minutes pour publier l'épisode. Il faut que j'arrête d'enregistrer aussi tard, ça me met un stress. Je vais jamais réussir à le refaire. À tout à l'heure.